Une statistique semblait condamner le Burkina Faso, sèche et implacable, comme un verdict sans recours. Pourtant, une seconde donnée renversait cette certitude. En 3 ans, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, 10 projets structurants avaient émergé là où l'on n'attendait rien, déplaçant les lignes d'une équation jugée immuable. Alors, que signifie vraiment cette bascule pour celles et ceux qui voyaient ce pays enclavé comme un point fixe du Sahel? Peut-être qu'un territoire peut réécrire sa propre trajectoire. Le récit qui s'ouvre ne promet ni miracle ni raccourci, mais une mécanique précise où chaque décision produit un effet mesurable. Le principe central, une souveraineté rendue tangible, devient l'axe autour duquel se redéfinit la trajectoire du Burkina Faso. Dans un pays longtemps dépendant de financements extérieurs, la capacité à nourrir, éclairer, financer et soigner par ses propres moyens représente un avantage stratégique de premier ordre. L'enjeu tient en 10 mots: transformer la vulnérabilité structurelle en autonomie reproductible. Il est à noter que cette promesse ne repose pas sur un catalogue d'infrastructures, mais sur une logique d'enchaînement: production locale, énergie stable, eau sécurisée, finances intérieures. Sang, chaque secteur autrefois sous perfusion devient un point d'appui, révélant un risque fondamental pour ceux qui s'accrochent encore à un modèle importé. Rester prisonnier d'un système qui n'offre ni stabilité ni vision. Ce micro-hook dévoile ce qui est réellement en jeu: la possibilité rare en Afrique de l'Ouest d'aligner volonté politique, organisation interne et production réelle. En 3 années seulement, une chaîne de 10 projets nationaux a pris forme, révélant une progression que même les observateurs les plus optimistes n'avaient pas anticipée. Plus de 150 villages électrifiés et 300 000 habitants concernés servent ici de point d'ancrage pour comprendre la méthode voulue par Ibrahim Traoré. Cette accélération mesurée n'est pas un agrégat d'initiatives isolées. Elle constitue la première pièce d'un mécanisme où chaque chantier alimente le suivant, dessinant une cohérence rarement observée dans un pays cloisonné par l'enclavement et le retrait progressif des bailleurs. Tout d'abord, le contexte initial semblait fermé. Un pays sans mer, sans ressources majeures, dépendant de partenaires dont les financements s'amenuisaient. Agriculture, énergie, santé, logement, finances. Chaque secteur reposait sur une perfusion extérieure qui dictait le rythme et la direction. Dans Chouïla, cette dépendance n'était pas seulement budgétaire. Elle modelait aussi les marges diplomatiques et la capacité d'action interne, réduisant la possibilité d'anticiper au profit de la simple réaction. Parallèlement, la situation prenait une autre dimension. L'absence d'une chaîne de valeur locale transformait chaque récolte, chaque service, chaque besoin essentiel en vulnérabilité. Les tomates pourrissaient au bord des routes. Les villages retournaient là-dessus, à l'obscurité, dès la tombée du jour. Les hôpitaux improvisaient des soins sous des lampes de poche. Ce tableau figé expliquait pourquoi si peu attendaient un tournant structurel. Mais l'enchaînement imaginé par Ibrahim Traoré introduisait un élément inattendu: une chronologie disciplinée. Production locale d'abord, énergie ensuite, eau en troisième pivot, puis finance comme boucle de consolidation. Doha Goknin, on comprend que la souveraineté cesse ici d'être une déclaration symbolique. Elle devient un système reproductible où chaque maillon renforce le précédent. Kétiep, replacer chaque décision dans cette séquence, éclaire le changement central. Le pays cesse d'être un simple point sur la carte pour redevenir un acteur capable d'orienter sa trajectoire. Mariam, ouvrière de la Red Gold Factory, incarne la première translation concrète du modèle naissant. Longtemps, ces tomates finissaient ici par se perdre au bord des routes, faute d'infrastructures capables de les transformer. Aujourd'hui, elle presse et conditionne les mêmes récoltes sous le label Made in Burkina Faso, voit son revenu se stabiliser grâce à un contrat agricole durable et raconte comment la simple existence d'une usine locale a inversé une fatalité qui semblait enracinée.
Son geste quotidien, mécanique mais maîtrisé, montre comment une économie d'attente peut devenir une économie d'action. Une autre perspective consiste à, dans un village électrifié par le programme Yellen, un jeune instituteur décrit comment les cours du soir, disparus depuis des années, ont soudain repris. Les lampes solaires installées par des techniciens locaux ont ravivé la régularité scolaire, restauré la confiance des parents et redonné aux enfants la possibilité de suivre un rythme d'apprentissage continu. La lumière n'a pas seulement éclairé une salle, elle a reconnecté un village à son potentiel. D'un autre côté, ces deux trajectoires illustrent un motif commun. Dès qu'une infrastructure arrive au bon endroit et fonctionne sans interruption, elle transforme immédiatement les trajectoires individuelles avant même d'infléchir les indicateurs nationaux. Dans ces gestes ordinaires, on observe les premiers signaux d'un mouvement plus vaste, dans lequel la souveraineté prend forme par l'usage plutôt que par l'annonce. Avant 2022, tout semblait figé. Après 2022, tout s'est mis en mouvement, comme si une mécanique longtemps immobile trouvait soudain le point d'appui qui lui manquait. Ce contraste immédiat sert d'ouverture au flux d'événements qui définit la séquence voulue par Ibrahim Traoré. Un enchaînement serré, méthodique, où chaque action crée un effet d'entraînement. La première impulsion naît d'une humiliation économique. Des tonnes de tomates gisaient sous le soleil tandis que les mêmes produits, mis en boîte ailleurs, revenaient 3 fois plus cher. Eunyannaï, brutal et simple, exposait la dépendance structurelle du pays. Ketiep, Traoré transforme cette blessure en point de départ. Il impose une direction claire. Produire localement, maîtriser la chaîne, valoriser ce qui pousse déjà sur le sol burkinabé. L'usine Red Gold Factory surgit alors comme un acte fondateur. 8 millions de dollars investis, 150 emplois directs, 12 000 tonnes valorisées chaque année. Le pays passe du gaspillage à la transformation, du manque à la maîtrise. Parallèlement, une réalité s'impose. Produire ne suffit pas si les routes enferment la production. Traoré frappe donc un second point vital, la logistique. 120 millions de dollars sont mobilisés pour relier Bobo-Dioulasso à Abidjan. Ce corridor devient une artère logistique indispensable. Les camions circulent, les prix agricoles respirent, les villages se reconnectent au marché régional. L'infrastructure change la géographie économique du pays en quelques mois. Il est à noter que l'énergie devient immédiatement la priorité suivante. Sans lumière stable, ni industrie, ni école ne peuvent fonctionner. Le programme Yellen électrifie plus de 150 villages, tirant 300 000 personnes hors de l'obscurité. Les écoles reprennent les cours du soir, les hôpitaux abandonnent les lampes de poche. Les familles découvrent la continuité électrique comme un droit, non comme un miracle rare. Ici, l'effet est instantané. Apprentissage accru, soins stabilisés, commerce prolongé. Puis, l'eau devient le 4e maillon. Le barrage Ziga 2 stocke plus de 40 millions de mètres 3, assurant santé publique, rendement agricole et continuité urbaine. Grâce au nouveau réseau, l'accès à l'eau potable grimpe vers 70% dans certaines zones, faisant reculer les maladies hydriques et renforçant la résilience des foyers en saison sèche. L'eau cesse d'être une vulnérabilité. Elle devient un actif stratégique. Enfin, la finance referme la boucle. La Birken Bank ouvre 67 agences, injecte 15 000 microcrédits et rapatrie 100% des dépôts nationaux autrefois immobilisés à l'étranger. L'argent produit localement recommence à travailler pour le territoire. Les paix émergent. Les familles accèdent au premier capital de leur vie. La liquidité interne devient un moteur. D'un autre côté, une fois l'infrastructure posée, les effets s'empilent. Les revenus agricoles augmentent de 40%. Les coûts de transport chutent de moitié. Les écoles rurales fonctionnent en double horaire. Les villages du Sahel voient la nuit reculer. Les importations coûteuses se réduisent. La cohésion sociale s'affermit. À l'inverse, rien n'est laissé au hasard. Chaque chantier déclenche le suivant. Le modèle avance par engrenage, pas par slogan. C'est le cœur du séquencement d'Ibrahim Traoré. La progression énergétique du Burkina Faso suit un schéma clair.
moins de 15% des villages avaient accès à une électricité permanente avant 2022, contre plus de 48% 3 ans plus tard, un delta qui matérialise la rupture voulue par Ibrahim Traoré. Ce basculement n'est pas seulement statistique, il révèle un mécanisme où chaque gain technique libère une capacité sociale. La lumière prolonge le temps utile, donc le temps d'apprentissage, créant un cycle vertueux qui renforce chaque communauté. Cette progression traduit un principe simple. La continuité électrique modifie directement l'éducation, la santé et l'activité locale. Il est à noter que l'eau suit une dynamique parallèle. Le barrage Ziga 2 réserve plus de 40 millions de mètres d'eau destinés à sécuriser la capitale et plusieurs zones rurales. Ce volume garantit une continuité agricole essentielle pendant la saison sèche. L'accès à l'eau potable, autrefois inférieur à un quart des foyers, progresse désormais vers 70% dans les zones raccordées. Ce bond réduit nettement les infections hydriques, stabilise les rendements agricoles et améliore l'hygiène publique. L'eau cesse d'être une vulnérabilité historique pour devenir un actif stratégique maîtrisé localement. Parallèlement, la finance complète le dispositif. La Birken Bank a ouvert 67 agences, distribué 15 000 microcrédits et rapatrié 100% des dépôts nationaux immobilisés à l'étranger. Chaque microcrédit crée une impulsion économique directe. Ce capital initial permet à de petits commerces de sortir d'un cycle d'endettement informel, d'acheter du matériel ou de lancer une activité qui n'aurait pas existé autrement. MatCac, la relocalisation des dépôts accroît la liquidité interne, soutient les jeunes PME et réduit la dépendance vis-à-vis des acteurs financiers extérieurs. Ensuite, ces 3 blocs, énergie, eau, finance, composent une architecture cohérente où chaque gain mesurable renforce les autres. La lumière stabilise les écoles et les soins nocturnes. L'eau sécurise la production agricole et la santé publique. La finance soutient l'investissement local et transforme la trajectoire économique des familles. Plutôt que d'agir comme des éléments isolés, ces indicateurs forment une matrice d'autonomie reproductible. En changeant de point de vue, on remarque que le modèle établi ne repose pas sur l'absence de risque, mais sur une discipline. Produire, compter, comparer, puis ajuster. Ibrahim Traoré met en place une boucle opérationnelle où chaque pourcentage, chaque volume et chaque ratio revient dans le processus décisionnel. Dès la Diemtancho, la souveraineté devient une méthode et non un slogan. Ce système empêche l'improvisation et crée un cadre où chaque amélioration numérique se traduit en effets tangibles. En même temps, l'interconnexion entre secteurs fabrique un amortisseur structurel. Si l'énergie progresse, l'éducation suit. Si l'eau s'améliore, la santé avance. Si la finance se consolide, les PME émergent. Cette logique séquentielle explique pourquoi le Burkina Faso peut absorber des pressions extérieures plus efficacement qu'auparavant. Quête les fins, Basso Donnay n'exprime pas seulement un succès. Il constitue un cadre reproductible, mesurable et aligné sur la stratégie posée. 2 critiques structurées reviennent régulièrement lorsqu'on analyse la trajectoire récente du Burkina Faso. La première avance qu'un pays enclavé ne peut soutenir seul son appareil productif, sans s'exposer à un isolement diplomatique dangereux. Selon cette thèse, la réduction de l'aide extérieure, divisée de moitié en quelques années, priverait le pays d'un oxygène financier indispensable. Sans cet appui, ni infrastructure ni croissance ne pourraient être maintenus durablement. L'argument s'appuie sur une logique géographique et budgétaire classique. Sans mer, sans ressources majeures et sans partenaires internationaux solides, un État ne peut que s'asphyxier à moyen terme. D'un autre côté, un second raisonnement pointe la supposée fragilité économique d'un modèle centré sur l'autonomie. Il affirme que la production locale reste insuffisante pour remplacer les importations et que les recettes rurales, bien qu'en hausse, ne compenseraient pas le retrait de certains bailleurs. Dans Choui, là, dans cette logique, un choc externe, même modéré, suffirait à faire vaciller tout l'édifice.
Les critiques soulignent que l'autonomie financière peut devenir une illusion rassurante, mais instable, si elle n'est pas appuyée par des flux internationaux continus. Cependant, Kida de Tesnei Kanyung du Sanko, une image différente apparaît. Premièrement, la réduction de l'aide n'a pas entraîné l'effondrement annoncé. Les revenus agricoles ont augmenté d'environ 40%, soutenus par une industrialisation locale qui transforme enfin la production au lieu de la perdre. Deuxièmement, la fragilité financière supposée a été compensée par un mouvement inverse. 60% des dépôts nationaux ont été rapatriés, créant une liquidité interne qui alimente les 15 000 microcrédits distribués, stabilisant ainsi les PME naissantes. Troisièmement, la crainte logistique ne s'est pas vérifiée. La route Bobo-Abidjan, financée à 120 millions de dollars, a ouvert un corridor que les partenaires voisins commencent eux-mêmes à utiliser. En changeant de point de vue, ces critiques ne disparaissent pas. Elles se raffinent, elles mettent en lumière de vrais risques, mais des risques aujourd'hui contrebalancés par des résultats mesurés. La cohérence des chantiers terminés crée un amortisseur qui ne rend pas le pays invulnérable, mais l'empêche d'être dépendant au point de vaciller au premier choc. Un pivot silencieux survient. Il est à noter que, jusqu'ici, le récit semblait porté par les infrastructures, mais la bascule réelle s'opère ailleurs, dans le passage du matériel au collectif. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le pays ne se contente plus de construire des routes, des usines ou des barrages. Il façonne une habitude nouvelle, celle d'agir avant de demander. Ce glissement, discret mais décisif, marque le moment où le modèle cesse d'être une addition de chantiers pour devenir une culture partagée. Parallèlement, dans les villages électrifiés par Yellen, les habitants organisent eux-mêmes la maintenance des installations. Dans les ateliers de la Red Gold Factory, les ouvrières transmettent aux nouvelles recrues les gestes qu'elles maîtrisaient à peine un an plus tôt. Dans les écoles, les instituteurs prolongent les cours du soir sans attendre de directives centrales. Le pays adopte peu à peu une logique d'autonomie distribuée. En changeant de point de vue, voici la révélation mi-parcours. L'autonomie n'est plus une politique, mais un réflexe reproductible, qui rend chaque citoyen coproducteur de la souveraineté. C'est ce moment précis qui transforme la trajectoire nationale en dynamique collective. Dans les villages longtemps plongés dans l'obscurité, l'électricité issue du programme Yellen a immédiatement transformé la vie quotidienne. Les familles, autrefois dépendantes des lampes à pétrole coûteuses, économisent désormais un revenu modeste mais décisif. Les cours du soir, redevenus possibles, améliorent le niveau scolaire, tandis que l'accès croissant à l'eau potable, poussé vers 70% dans certaines zones, réduit les maladies hydriques qui piégeaient les foyers dans une vulnérabilité permanente. Dans Chouïla, ces effets touchent directement la survie quotidienne avant d'influencer les courbes nationales. Pour les ménages, la transformation initiée sous Ibrahim Traoré devient tangible. Santé stabilisée, apprentissage renforcé, revenus préservés. Parallèlement, du côté des entreprises, les 15 000 microcrédits distribués par la Birkenbank ont permis à des milliers de petits commerces d'acquérir leur premier capital circulant. Les dépôts rapatriés, 60% des fonds nationaux, ont créé une liquidité interne inédite, soutenant les PME au lieu de financer des institutions étrangères. Les coûts de transport, réduits de moitié grâce aux axes routiers terminés, augmentent les marges dans l'agriculture, la distribution et l'artisanat. Matka, cette nouvelle fluidité permet aux entreprises rurales d'accéder à des marchés jusque-là hors de portée. En changeant de point de vue, les agriculteurs ressentent une transformation encore plus profonde. La Red Gold Factory valorise désormais 12 000 tonnes de tomates par an, mettant fin à une perte systémique qui ruinait des milliers de producteurs. Les revenus agricoles ont augmenté d'environ 40%, stabilisant plus de 20 000 familles. Grâce à l'infrastructure routière, les récoltes se déplacent plus vite, les pertes post-récolte diminuent et les prix se renforcent en zone rurale. L'eau du barrage de Ziga 2 irrigue des centaines d'hectares,
offrant une production moins dépendante des caprices climatiques. Ici, l'impact touche l'alimentation, la résilience et la dignité professionnelle. Ensuite, Trnfamvikuvuk, le Sahel observe un mouvement inattendu. Dans les plaines de Kouougou et d'autres zones longtemps négligées, la lumière de Yellen marque un basculement symbolique autant que matériel. La nuit recule pour la première fois depuis des décennies. Les écoles en fonctionnant en double horaire renforcent le capital humain. Les délégations venues du Jebiyé, du Mali, du Niger ou de la Guinée étudient l'expérience burkinabé pour l'adapter, créant un corridor d'influence basé non sur le discours, mais sur l'exemple concret. Sous Ibrahim Traoré, le Burkina Faso cesse d'être un espace périphérique. Il devient un laboratoire régional. D'un autre côté, prier ensemble, ces impacts dessinent une cohérence. L'énergie modifie l'éducation, l'eau renforce la santé, la finance soutient la production, et les infrastructures tissent ces éléments en un système reproductible. Ce réseau d'effets en cascade n'est pas spectaculaire. Il est constant, mesurable et durable. Exactement ce qu'un pays en reconstruction méthodique cherche à bâtir. Dans les 12 prochains mois, 3 trajectoires crédibles émergent à partir des tendances déjà observables sur le terrain. Chacune s'appuie sur les dynamiques enclenchées par les 10 projets structurants et sur les signaux que renvoient les infrastructures désormais opérationnelles. Truquette, le scénario de base repose sur une discipline budgétaire maintenue. Dépenses ciblées, dettes limitées, suivi trimestriel visible. Si ce cadre perdure, la croissance pourrait rester proche de 5%. Les réseaux énergétiques stabiliseraient leur couverture et l'eau issue de Ziga 2 continuerait de sécuriser l'agriculture et la santé publique. Les microcrédits poursuivraient leur diffusion, consolidant un tissu économique capable d'absorber les fluctuations extérieures. Il est à noter que un scénario optimiste prend forme si la coopération régionale s'intensifie, notamment avec le Mali et le Niger. Sang, plusieurs délégations sahéliennes étudient déjà le modèle burkinabé. Si ces échanges débouchent sur une coordination logistique, agricole et énergétique, un corridor économique pourrait émerger. Dans cette hypothèse, l'investissement local augmenterait, la production agricole progresserait nettement et la pauvreté pourrait reculer sous les 25%. L'amélioration simultanée de l'énergie et de l'eau amplifierait les rendements scolaires, renforçant un capital humain que la région n'a jamais eu l'occasion de voir croître de manière synchronisée. DEI est le scénario où la méthode devient moteur régional. À l'inverse, un scénario défavorable reste possible si la pression extérieure s'intensifie. Restrictions logistiques, fermeture de marché, durcissement du crédit international. Dans cette configuration, la croissance pourrait glisser vers 2%, l'inflation se tendre et la marge d'action publique se réduire. Toutefois, les infrastructures posées ces dernières années, énergie stable, eau sécurisée, routes fonctionnelles, microcrédits actifs, joueraient un rôle d'amortisseur solide. Le pays ne reviendrait pas à la fragilité d'avant 2022. La capacité interne à produire et à corriger permettrait de contenir partiellement le choc. C'est un scénario exigeant, mais pas synonyme de recul systémique. D'un autre côté, l'enjeu n'est pas de prévoir, mais d'évaluer les conditions. Si la discipline tient, l'autonomie progresse. Si l'intégration régionale augmente, la croissance s'élargit. Si la pression monte, la résilience interne absorbe une partie du choc. Today, la véritable question devient intelligente. Quelles pratiques renforcer maintenant pour que chacun de ces chemins reste navigable? Pour un jeune d'Afrique de l'Ouest, l'expérience burkinabé agit comme un miroir inattendu. Dans de nombreux villages, la combinaison entre lumière stable, eau disponible et microfinancement crée une trajectoire que beaucoup pensaient inaccessible. Les cours du soir réapparaissent, les revenus se stabilisent et les familles redécouvrent la possibilité de planifier au-delà de quelques mois. Dangchuila, cette transformation n'est pas portée par des promesses lointaines, mais par des gestes concrets.
une ampoule qui s'allume, une pompe qui fonctionne, un crédit qui circule. Niom A, les foyers et les jeunes actifs voient ainsi se dessiner une vie moins soumise aux aléas. D'un autre côté, pour les entrepreneurs, commerçants et artisans, Niom B, la dynamique est tout aussi perceptible. Les routes achevées réduisent que les coûts de transport. Les microcrédits offrent un premier capital et la relocalisation des dépôts crée une liquidité intérieure qui permet de sortir du cycle d'endettement informel. Sang Sang, la baisse des importations coûteuses, ouvre un espace nouveau pour la production locale. Ce changement, progressif mais constant, redonne un horizon aux petites entreprises longtemps enfermées dans une économie sous contrainte. En changeant de point de vue, pour les observateurs internationaux, les chercheurs ou les citoyens européens, Niom C, la trajectoire du Burkina Faso apporte une lecture différente de la souveraineté. Loin des slogans, elle montre comment un pays peut réorganiser ses priorités sans rompre avec le monde, en construisant une stabilité fondée sur l'énergie, l'eau et la finance interne. Ce modèle, encore jeune, devient une référence potentielle pour comprendre comment les territoires fragiles peuvent se reconstruire par étapes mesurables. Today, une question simple s'impose. Que devient une région lorsque les citoyens comprennent qu'ils peuvent produire ce dont ils ont besoin? Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la méthode burkinabé peut être résumée en une séquence d'étapes reproductibles qui transforment progressivement un territoire sans ajouter de complexité inutile. Truquette, il s'agit d'identifier les besoins vitaux: énergie, eau, santé, éducation, finance. Chaque secteur reçoit un indicateur clair: taux de couverture, capacité existante, goulot principal. Cette cartographie permet de cibler précisément ce qui doit être renforcé en premier, sans dispersion. Parallèlement, la formation locale devient le deuxième pilier. Former des ingénieurs, techniciens et ouvriers directement issus des communautés garantit une appropriation durable. Mois trimestre, le nombre de personnes certifiées sert d'indicateur simple, mesurable et immédiatement exploitable. Cette étape crée un bassin de compétences qui réduit la dépendance externe et alimente les projets suivants. Ensuite, relier les projets constitue la troisième marche. L'énergie soutient la production, l'eau stabilise la santé, la finance fluidifie la logistique. Ces connexions évitent l'effet catalogue de chantier et produisent une cohérence systémique. L'indicateur ici est le pourcentage d'infrastructures interconnectées. Une route doit servir une usine doit bénéficier d'un réseau électrique fiable, une école doit profiter de la lumière. D'un autre côté, mesurer et corriger reste un principe essentiel. Les bilans trimestriels publics traduisent une discipline opérationnelle. Constater, adapter, ajuster. L'indicateur simple, le nombre de corrections réellement appliquées, non seulement d'annoncer. Cette boucle empêche l'enlisement et renforce la confiance collective. Enfin, étendre par l'exemple représente la dernière étape. 1 an après la mise en service d'un projet, le montrer, le documenter, le faire visiter, crée un effet de réplication. L'indicateur, nombre de projets répliqués, localement ou régionalement. Daiching la diem tenchot. Une autonomie qui se transmet par la preuve. Le fil du récit ramène naturellement à Mariam, la travailleuse de la Red Gold Factory, dont le geste simple résume mieux qu'un long discours la transformation enclenchée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Longtemps, elle voyait ses tomates se perdre au bord des routes. Aujourd'hui, elle signe des boîtes qu'elle a elle-même contribué à produire. Ce retour vers le motif initial n'est pas anecdotique. Il montre comment une industrie née d'une humiliation économique peut devenir un lieu de dignité retrouvée. Parallèlement, dans le village électrifié par Yélène, la lumière continue d'éclairer les devoirs du soir, rappelant que la souveraineté prend sens dans des gestes répétés plutôt que dans des annonces spectaculaires. Ce sont ces routines ordinaires, une machine qui fonctionne, une ampoule qui reste allumée, une pompe qui tourne, qui fixent les conditions d'une transformation durable. Ensuite, l'ensemble de ces scènes témoigne d'un mouvement profond,
Un pays qui se reconstruit par l'usage, par la maîtrise, par la continuité. La cohérence du modèle réside justement dans cette modestie active, où chaque avancée prépare la suivante. La dignité naît de gestes maîtrisés. Dans la continuité de ce parcours, l'expérience burkinabé rappelle une évidence trop souvent négligée. Une transformation nationale ne naît pas d'un unique projet, mais d'un tissu d'actions modestes, qui se renforcent les unes les autres. Dang Chuila, lorsque l'énergie éclaire les soirées, que l'eau circule sans interruption, et que la finance locale soutient les petites activités, ce ne sont pas seulement des infrastructures qui changent, ce sont des trajectoires humaines qui se redessinent. Parallèlement, cette dynamique montre comment un pays peut affirmer sa place sans rompre avec son environnement, en construisant pas à pas une stabilité fondée sur ses propres leviers. Chaque avancée mesurable devient alors un point d'appui pour dialoguer, comparer, partager des solutions. Matkak, l'histoire du Burkina Faso offre un cadre utile pour repenser la manière dont les communautés, petites ou grandes, peuvent réorganiser leurs priorités essentielles. Le lecteur, où qu'il se trouve, peut choisir de prolonger cette réflexion, observer les résultats concrets, interroger les modèles existants et participer à un échange qui dépasse les frontières.